BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Et c'est à présent Alice Labou qui vient de nous rejoindre. Bonjour Alice. Bonjour Cédric. Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes la patronne de Trecento Asset Management. On va, comme d'habitude avec vous, parler bien évidemment du secteur de la santé. Mais d'abord, je résiste pas au plaisir de vous demander un peu le regard que vous portez sur ces marchés en début d'année. Comment est-ce que vous les percevez? Comment est-ce que vous les sentez pour 2015? En réalité, plutôt bien. Alors c'est vrai que moi j'ai la chance d'être pas mal investi sur le marché américain, en tout cas pour mon fonds santé. Donc nous, on va continuer à fortement surpondérer les États-Unis. On pense qu'il y a encore beaucoup de croissance à aller chercher et surtout beaucoup d'opérations de fusion-acquisition avec des liquidités qui sont pas chères pour les entreprises, du financement pas cher et des opportunités majeures de rapprochement entre les différents groupes pharmaceutiques. Donc ça, c'est pour la santé et notamment aux États-Unis. Mais au-delà de ça, je pense que le mois de janvier est quand même très traditionnellement chahuté. Là, évidemment, les catalyseurs sont pas très forts. C'est plutôt des événements qui inquiètent. Donc évidemment, la Grèce et le pétrole, vous en parliez. Mais je crois que les publications des entreprises vont arriver la semaine prochaine. Et donc ça va animer le marché un peu différemment. On attend la réunion de la BCE. On a besoin justement d'aller se reconnecter au réel de la vie des entreprises. C'est certain. Et d'ailleurs, c'est clairement, je crois, ce qui permettra au marché de repartir assez doucement. Donc les publications américaines, je pense, devraient être très bonnes. Les publications européennes probablement plus mitigées. Moi, je reste quand même relativement optimiste sur les marchés actions. De toute façon, quelle est l'autre alternative pour les placements? Il n'y a pas grand-chose. On est réduit toujours à cette balance entre le rendement et le risque, quoi. Exactement. Alors donc il faut être vigilant, aller sur des secteurs plutôt défensifs, de mon point de vue. En tout cas, quand on n'a pas une boussole très claire, il faut essayer de minimiser les risques. Mais comme il faut être investi sur le marché, si on veut gagner un peu d'argent, voilà. Je crois que la santé est un bon segment. Alors justement, cette santé, elle était dans toutes les têtes en termes de fusion-acquisition au cours des derniers mois. On a eu des sommes qui ont été mises vraiment en avant et qui avaient de quoi faire un petit peu tourner la tête. Est-ce que l'activité très forte que l'on a vue va véritablement se poursuivre ou est-ce que le marché reste intéressant sur celui de la santé, mais la thématique peut bouger un petit peu? En fait, ce qu'il faut bien comprendre dans la santé, c'est qu'en fait, c'est naturellement très diversifié. Il y a 4 grands segments: les laboratoires pharmaceutiques, incluant les fabricants de génériques, le matériel médical, les services à la santé, comme les chaînes de cliniques cotées ou les maisons de retraite, par exemple, et puis les biotechnologies. Alors, évidemment, tout ce qu'on appelle healthcare, ça comprend tout ça. Ça comprend tout ça. Donc, dans ces 4 segments, il y a des opérations de fusion-acquisition qui vont continuer à être réalisées. Et c'est clair parce qu'en fait, si vous voulez, il y a d'abord, premier élément, les grands laboratoires pharmaceutiques ont complètement changé de profil. Ils ne peuvent plus, enfin, ils n'arrivent plus en interne à développer de nouvelles molécules. Ils ont peu de pipeline et la falaise des brevets qui arrivent. Du coup, ils se retrouvent obligés d'aller faire des acquisitions. On a vu Merck qui a acheté Cubis Pharmaceutical le mois dernier, leader dans le marché des antibiotiques, et ça va continuer parce qu'ils n'ont plus de pipeline. Et il faut pourtant continuer à faire marcher la machine. Et donc ça, c'est le premier élément. Ils vont aller chercher des pure players et ils ont du cash, les laboratoires pharmaceutiques, pour le faire. Et ils ont intérêt, entre guillemets, à racheter comme ça ces pépites très actives, ou plutôt de jouer des partenariats, des synergies avec des petites entreprises qui ont aussi, pour être intéressantes, besoin de rester indépendantes. Comment ça se passe? On a les deux modèles. C'est-à-dire que certains laboratoires pharmaceutiques ont plutôt la politique de faire des acquisitions à 100%, comme on a vu avec Merck. Et puis, il y a le modèle, par exemple, Sanofi avec Regeneron. Regeneron, c'est une société américaine qui fait de biotechnologie, qui fait du développement, notamment de la recherche sur l'oncologie, donc les cancers. Sanofi a seulement 20% de Regeneron. C'est un vrai partenariat capitalistique. Peut-être qu'un jour ce sera plus. Les deux écoles existent. Les deux écoles existent. De toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas grand intérêt à ce que les grands laboratoires fusionnent entre eux, puisque ça devient 2 coquilles, je ne devrais pas dire vides, hein, j'exagère, mais si vous voulez, des masses salariales très importantes et puis des complications s'il y avait des méga-fusions. Donc je ne crois pas aux méga-fusions de laboratoires pharmaceutiques. Par contre, je crois au fait qu'ils ont besoin d'aller acheter du pipeline et donc ils vont acheter ponctuellement des tas de sociétés. Et par exemple, dans le domaine des médicaments génériques dont on va parler, on est aujourd'hui sur un secteur qui est en pleine explosion, évidemment, les médicaments génériques, mais surtout qui est très atomisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 10 premiers acteurs... Chacun s'est fait dans son coin, quoi. C'est ça, les 10 premiers acteurs ont 25% du marché des génériques dans le monde. C'est rien du tout. On sait bien que les génériques, les marges sont quand même plus faibles, de manière générale, donc on est obligé d'aller sur des tailles importantes. Et là encore, à quoi il faut s'attendre? À ces grands géants qui vont aller picorer des génériqueurs pour finalement se vacciner
vacciné, j'ai envie de dire, contre la falaise des brevets, ou bien c'est à l'intérieur de ce monde du générique qu'on va rester entre soi finalement parce qu'on se connaît et que c'est un métier qu'on sait faire. En fait, les grands géants ont souvent déjà créé leur propre filiale génériqueur. Donc, il y a peu de chances qu'ils aillent particulièrement faire des acquisitions dans le domaine des génériques. Finalement, on fabrique mieux la copie quand on connaît l'original. Exactement. Par contre, c'est tout à fait ça. Donc, je crois plus à des rapprochements dans le secteur des génériques plutôt que des gros laboratoires pharmaceutiques dits traditionnels qui viendraient acheter des génériqueurs. Alors, vous avez fouillé la cote comme ça pour chercher une pépite, une boîte cotée à Londres, qui est spécialisée dans les médicaments génériques. Je lis parce que je connaissais pas. ICMA, c'est ça? ICMA Pharmaceuticals. Alors, pourquoi est-ce que c'est particulièrement intéressant? Alors, ICMA, c'est une société qui a été créée par un Jordanien, donc en Jordanie, dans les années 70. Et ça a été la première société arabe, enfin laboratoire pharmaceutique arabe, à vendre ses produits aux États-Unis dans les années 90, enfin 95 exactement. Donc un vrai précurseur. Un vrai précurseur qui aujourd'hui donc vend des médicaments génériques, mais aussi des médicaments sous sa propre marque, qui traite à peu près l'ensemble des grandes maladies, cancer, problèmes cardiovasculaires, infections, diabète, qui va faire qui a fait beaucoup d'acquisitions, donc qui aujourd'hui la moitié de son chiffre d'affaires c'est Moyen-Orient et Afrique du Nord, l'autre moitié ce sont les États-Unis, d'accord. Donc pourquoi est-ce qu'on achète ICMA? ICMA c'est 1 milliard à peu près de chiffre d'affaires en livres, puisque comme vous le disiez c'est coté à Londres. Pour plusieurs raisons. Un, ils ont grandi par acquisition, ils continuent à le faire. Et ils veulent, et d'ailleurs on a plutôt entendu dire qu'ils iraient faire des acquisitions, pourquoi pas en Russie pour profiter de la baisse du rouble, et pourquoi pas en Turquie. Or je pense que quand on vise à long terme, comme le font ce type de société, c'est pas idiot de profiter aujourd'hui de l'opportunité de la baisse du rouble ou de la baisse de la monnaie turque. Premier élément, acquisition, il va se passer des tas de choses avec ICMA, de mon point de vue, et surtout ils essayent d'attaquer le marché d'Europe de l'Est, puisque l'Europe de l'Est, sur les médicaments générique est un marché en très forte croissance. Premier élément, les acquisitions. Deuxième élément, le bilan de la société. C'est-à-dire que c'est une société en termes de croissance et en termes de sainteté du bilan très très qualitatif, puisque c'est à peu près 20% de croissance du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années par an, donc c'est quand même pas négligeable. C'est à peu près 30% de marge opérationnelle, c'est gigantesque. Ça se paye 13 fois le résultat opérationnel, donc on est dans quelque chose d'assez raisonnable. Et surtout l'endettement est faible puisqu'on est à 0,5 fois l'EBITDA, alors c'est vraiment très faible. Donc une structure bilancielle et une croissance élevée, des perspectives d'acquisition, un management qui me semble de qualité, puisqu'en fait c'est une famille donc jordanienne qui est toujours au capital. Alors est-ce qu'ils vendront, est-ce qu'ils ne vendront pas? Le sujet d'ICMA, c'est qu'il fait pas partie des 10 premiers laboratoires génériques. Et c'est une famille, c'est pas juste un fondateur, donc il n'y a pas de problème de succession et autres, c'est... A priori, ça se passe bien, c'est-à-dire qu'un dauphin familial a été désigné. Ça peut être aussi le... Oui, ça peut être un sujet, mais ça peut être un élément déclencheur pour une vente éventuelle. Aujourd'hui, la société n'est pas à vendre, mais enfin, comme on sait que tout a un prix, on ne sait jamais, et qu'il y a de la consolidation dans le secteur. Donc j'aime bien cette société, et j'ai bien envie de vous dire que, d'abord, un, on en a, et deux, nous, on est plutôt favorable. Quand on est très favorable comme ça, j'ai toujours envie de demander quels sont les 2-3 éléments qu'il faut quand même avoir en tête et qui pourraient venir contrarier finalement ce joli scénario que vous nous dessinez. Quels sont les facteurs de risque qui aujourd'hui sont moins importants que tous les facteurs positifs, mais que si on suit décemment le dossier, il faut aussi avoir en tête? Bien entendu. En fait, il y a un grand sujet dans les médicaments génériques. Alors d'abord, la première chose quand vous regardez un fabricant de médicaments génériques, c'est est-ce que la FDA, donc l'administration qui fait les... Le gendarme des médicaments aux États-Unis. Le gendarme des médicaments aux États-Unis a ou non validé cette structure. C'est le cas pour ICMA, évidemment. Donc ça veut dire que vous pouvez vendre vos médicaments aux États-Unis. Déjà, c'est un signe plutôt rassurant. Ensuite, le deuxième élément, c'est un fabricant de médicaments génériques, il va avoir plusieurs usines implantées partout dans le monde. En général, il fabrique là où il vend. Donc, il arrive que la FDA le portefeuille débarque dans les différentes usines et dise attention, là c'est embêtant, on respecte pas les process, là on respecte pas. Il s'avère que quasiment tous les grands laboratoires génériques ont déjà reçu une lettre de la FDA disant cette usine n'est pas tout à fait également comme la procédure le voudrait. C'est arrivé à ICMA au Portugal, donc ça c'est un risque majeur. C'est-à-dire qu'évidemment si la FDA disait l'intégralité de vos usines, on peut plus avoir confiance en vos médocs. Vous sortez des États-Unis,
États-Unis. Bon, de mon point de vue, il y a peu de chance. Pour être moi-même entourée de beaucoup de professionnels de santé, c'est vrai que, en tout cas, tous ont l'air de dire que la qualité des produits est là. Voilà, donc c'est le risque majeur de ce genre d'entreprise. Les quelques critères qu'il faut avoir en tête lorsque l'on s'intéresse à ce domaine des génériqueurs. Merci beaucoup Alice Labou, présidente de Trecento Asset Management. Du côté des indices, eh bien on est toujours dans le vert, plus 0,9 pour le CAC, plus 0,4 pour le Dow Jones. Restez avec nous.